Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. En 2050, c'est-à-dire dans un peu plus de 20 ans, l'Afrique abritera 2,5 milliards d'habitants. C'est 18% de la population mondiale, et ce sera comme aujourd'hui la population la plus jeune de la planète. Mais comment nourrit-on? Comment soigne-t-on? Comment éduque-t-on? Comment forme-t-on autant de gens sans recherche scientifique et innovation? Tout va vite. Et tout le monde investit massivement dans la recherche. Et l'Afrique alors? Les questionnements sont là, ils sont à la fois simples mais vitaux. Qui contrôle la qualité des produits que nous importons et consommons? Qui contrôle la qualité des médicaments qu'il y a dans nos pharmacies? Contiennent-ils les mêmes molécules qu'en Occident et en Asie? Qui contrôle la qualité des vaccins que nous importons? Qui contrôle même la qualité des boissons que nous buvons, que nous importons et que nous buvons? Est-on souverain quand on n'a aucun contrôle sur ce qu'on introduit dans son corps? L'Afrique, l'inquiétant retard dans la recherche scientifique, c'est le thème de notre rendez-vous de ce jour, où j'ai le plaisir de recevoir 3 sachants africains. Dr Youmou Sayave, vous êtes médecin africain, inscrit dans la modernité, expert en santé publique. Vous êtes un pionnier, en tout cas un des pionniers de la télémédecine en Afrique, expert en télémédecine auprès de l'Union africaine. Nous parlerons de l'Union africaine dans cette émission, surtout de la projection qu'elle se fait du continent. Vous êtes le président, directeur général de Nazuki Global Medical Network, une structure spécialisée dans les soins médicaux à l'étranger, pour ceux qui voyagent, avec un accent particulier sur l'accompagnement. Merci d'avoir accepté notre invitation pour répondre à la question de la recherche scientifique sur le continent. Merci de m'avoir invité. Professeur Aimé Boni, vous êtes un cardiologue connu, politiquement engagé aussi pour que les choses changent dans votre pays, le Cameroun et sur le continent. Médecin, cardiologue et praticien des hôpitaux de France, mais vous pratiquez de temps en temps aussi en Afrique et au Cameroun, votre pays, vous enseignez la médecine à l'université de Douala. Vous êtes le président fondateur de l'association panafricaine de rythmologie. Vous êtes également le président fondateur de l'association panafricaine pour la recherche cardiovasculaire. Pourquoi la recherche scientifique reste le parent pauvre de nos politiques publiques? On en parle au cours de cette émission. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci, professeur, d'avoir accepté notre invitation. Claude Wilfried Ekanga universitaire, ayant fait vos études en Allemagne, un pays qui est à la pointe de la recherche scientifique, aussi bien en Europe que dans le monde, et ce, dans tous les domaines, y compris les sciences sociales. Vous avez fait des études, vous savez, avec votre expérience d'université en Allemagne, que pour mériter son titre de professeur, il faut faire des publications scientifiques régulièrement, sinon vous êtes banni de la communauté universitaire et scientifique. Alors est-ce que le milieu universitaire africain relèvera ce défi? On en parle au cours de cette émission. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci, le plaisir est toujours le même. Évidemment, je préfère analyste à universitaire. Ne vous en faites pas, nous comprenons votre modestie. Chaque année, des milliers d'Africains finissent leur thèse de doctorat dans des disciplines diverses. Mais que deviennent-ils pour la plupart? Avant d'en parler, écoutons cet extrait d'un confrère camerounais, Auréal Tchoumi est son nom. Il cache à peine son indignation. Comment vous pouvez expliquer que dans un pays sérieux, que les gens prennent un doctorat, vont assaillir le Premier ministre pour revendiquer l'emploi? Parce que c'est ça. Je suis en colère parce que c'est nos aînés académiques qui nous mettent dans ce problème. On ne prend pas le doctorat pour travailler la fonction publique. Je vais m'aller plus loin. Tous les docteurs fonctionnaires ont des chefs de bureau d'eux. On doit les retirer de là. Parce que la recherche, tu prends le temps pour mélanger recherche doctorale, recherche scientifique, pardon, et chef de bureau des archives au MINTP, chef de bureau, chef de cellule informatique. Tu prends le temps où ça ne s'accommode pas de ça.
Les chefs de service dans la fonction publique, dans le gouvernement, ce sont des postes de gars qui ont fait Polytech, qui ont fait BTS, qui ont fait... ce sont des postes pratiques et pragmatiques. L'épistémologie des cycles, l'épistémologie scientifique est une épistémologie de recherche. Et la recherche ne s'accommode pas de la fonction publique uniquement, elle ne s'accommode qu'en termes d'enseignement, de transmission du savoir, de pérennité du savoir. Quelqu'un qui a fait le doctorat doit continuer de faire des recherches dans un laboratoire ou dans un centre de recherche, pas être chef de service dans un ministère. Chers invités, un chiffre pour commencer cette émission. Depuis 1978 qu'on a créé l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, 5 millions de demandes de brevets ont été reçues par cette organisation. 5 millions. L'Afrique, la part de l'Afrique ne représente 4,2% de ces 5 millions de brevets. Donc d'invention, donc de création. Comment et ces 4,2% concernent les pays comme le Maroc, la Tunisie, l'Algérie. Il n'y a que le Kenya qui se rapproche à peu près des pays de l'Afrique du Nord. En Afrique au sud du Sahara, c'est 2,2% de ces 5 millions. Professeur Boni, comment comprendre ce chiffre et comment comprendre ce déficit en matière de recherche sur le continent? Le gap entre l'Occident et l'Afrique en termes de recherche et développement, ce gap-là s'explique par plusieurs raisons, et pour les énumérer comme on veut, mais il y a des raisons structurelles où les États en Afrique ne mettent pas suffisamment de moyens justement pour booster la recherche, parce que la recherche est quand même un domaine régalien d'un État. Évidemment, il y a des appuis des structures privées qui doivent venir et financer telle ou telle recherche, mais de manière générale, ça se fait quand même d'abord dans des structures étatiques, des universités, des universitaires, il faut des unités de recherche. Les unités de recherche appartiennent quand même, sont adossées à des universités. Et à l'université, effectivement, vous devez avoir un budget pour. Parfois, il y a même le budget, mais ce budget-là, en fait, les ayants droit n'en bénéficient pas. Ils n'entendent même pas parler de ça. Moi, je suis universitaire au Cameroun, à l'université de Douala. J'ai fait tout mon parcours avec pas mal de publications. Parce que vous savez qu'aucune de mes publications n'a été financée par le budget de la recherche de l'université de Douala. Pourtant, il y a bien un budget. Oui. Donc, il y a cette volonté qui manque sur le plan structurel. Vous avez aussi que nous avons très peu la vocation de la recherche, parce que la recherche, c'est une vocation. Il faut avoir l'amour de la recherche. Et quand vous faites votre cursus scolaire universitaire, à un moment donné, vos patrons vous identifient comme quelqu'un qui a une curiosité scientifique qui lui permettra d'avancer. Et vous-même, vous devez aller vers les formations dédiées pour apprendre à faire la recherche. Il y a des certificats et autres, des formations, des masters pour faire la recherche clinique, par exemple, dans le domaine de la médecine. Mais c'est vrai pour toutes les sciences. Et donc, vous rentrez dans un cursus, dans un circuit qui va vous conduire justement vers le top 10 de la recherche mondiale. Mais les universités africaines, les universités camerounaises notamment, on entre là-bas souvent par effraction, par cooptation, parce que c'est le coup de fil. Pas nécessité. Pas nécessité. Le père est à la présidence et tout. Vous arrivez dans un milieu où le b.a.-ba, vous ne l'avez pas, la volonté, vous ne l'avez pas, et comme la recherche en général ne ramène pas le macabo dans le panier du pratiquant, là tout de suite, vous ne voyez pas, donc vous ne voyez pas, vous imaginez que vous êtes médecin universitaire, donc vous êtes médecin chercheur. Alors, le médecin, il voit que si ça va me prendre 2 heures de temps pour aller faire travailler avec les souris, pour savoir si le test que je pratique à la souris, parce qu'il faut commencer par là, avant d'arriver chez l'humain. Et il voit que ça lui fait 2 heures de consultation en moins, donc d'argent en moins et tout. C'est pas intéressant pour lui. En fait,
c'est celui qui est passionné, qui a la vocation et qui va faire ça. Le problème, le propos est très clair. Comme vous êtes cardiologue et comme le docteur Yumo aussi, je cherchais un peu ce qu'il vient de dire est très 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 important. Sauf que dans les recherches, je me rends compte que dans plein de pays, il y a tellement de fondations qui financent la recherche, de sorte que celui qui doit aller disséquer la souris dans un laboratoire ne paie pas 2 heures. Au fond, parce que c'est financé. Les 2 heures sont financées. Et pourquoi nous, on n'a pas cette culture, docteur Yumo Sayave? Alors, vous avez commencé par des chiffres. Oui. Je vais vous en donner. 15 milliards chaque année qu'on dépense pour acheter des médicaments. Des médicaments pour soigner nos populations. 15 milliards de dollars? De dollars. Pas de francs CFA. Non, pas de francs CFA. Combien de laboratoires on aurait pu faire avec ça? De recherche. Pendant ce temps, on a des chercheurs qui ont trouvé des variétés de maïs, de riz et autres qui résistent à la sécheresse et autres. On a des jeunes qui font des algorithmes qui peuvent prédire les inondations. Sauf que tout ça, ça reste dans des tiroirs et ces gens vont mourir, laisser ça. Ça sert là. Donc ça pèse trop cher sur la population. Et le CNESED, c'est la Commission des Nations Unies pour le développement, le commerce et le développement, a estimé à plus de 2600 milliards le manque à gagner dû à cette situation. À ce déficit de recherche. C'est pas qu'on en manque, on a des chercheurs. Il y a des gens qui font des recherches sur le paludisme, mais ils ne sont pas financés. Vous parlez du financement. Oui. Pourquoi je veux vous financer, moi? Si je vous finance, c'est que j'ai un intérêt. Si l'État lui-même n'a pas vu l'intérêt de financer la recherche, c'est ça. Pourquoi un individu privé va venir? Donc on finance la recherche en Afrique, mais on finance ça pour que vous soyez continuellement, intellectuellement dépendant d'eux. On ne finance que des recherches en phase 3 et en phase 4. Phase 4, c'est mis sur le marché. Phase 3, c'est juste avant de mettre. Mais la recherche, apprendre à formuler et à identifier et autres, on ne le fait pas. Personne ne le finance en Afrique. Deux choses intéressantes dans votre propos, Dr Yumo Sayave. Il y a aujourd'hui des Africains qui ont créé des espèces de maïs qui peuvent pousser peu importe s'il pleut ou s'il ne pleut pas. Oui. Peu importe le sol. Et personne n'est là pour financer ces recherches. Il y a énormément de recherches qui sont là, mais on ne les finance pas. Et vous dites, si l'État n'y voit aucun intérêt, pourquoi Dangote irait financer une recherche au Cameroun, au Burkina Faso ou au Bénin ou au Togo, si les gouvernements de ces États eux-mêmes n'y voient aucun intérêt? C'est la question que vous posez. Regardez, on a 54 ministres de la recherche scientifique en Afrique. Vous l'avez dit tout à l'heure, combien de prix Nobel? Combien de découvertes scientifiques majeures? Combien de brevets? C'est à pleurer. C'est à pleurer. C'est à pleurer. Et on est... Prenons l'Afrique. On a commencé la métallurgie pendant qu'eux, ils taillaient la pierre ici. Nos anciens, là, ils prévoyaient le climat avant les satellites. Et pourquoi aujourd'hui, pour acheter des lunettes, on va voir quelqu'un comme s'il nous avait pris nos yeux pour nous vendre des lunettes? Donc, on ne produit même pas notre propre savoir. On ne le produit même pas. Donc, on sera assis en train de regarder, spectateur de notre propre destin. Donc, la recherche n'est pas un luxe. C'est une nécessité. C'est une nécessité. C'est une nécessité. Belle phrase. La recherche n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Claude Wilfried et Kanga, nous faisons cette émission en 2026, c'est-à-dire à l'heure de l'IA, de l'intelligence artificielle. Et nous, on réfléchit encore à la question si c'est utile de faire de la recherche ou pas. Ça nous vient d'où? Ça nous vient d'un coup d'arrêt que nous n'avons pas voulu dans un premier temps. C'est ce que le docteur vient d'évoquer. On a commencé les sciences évoluées et la phase 2 de la transformation bien avant les pays développés d'aujourd'hui. Et puis il y a un coup d'arrêt, esclavage, colonisation, et la phase de reprise, elle est lente, elle est compliquée. Elle conduit d'ailleurs un statu quo qui fait que vous avez des Nicolas Sarkozy qui vont expliquer que l'Africain n'est pas assez rentré dans l'histoire. On a raison de s'indigner. C'est discutable, mais peu importe. Oui, je dis bien, on a raison de s'indigner d'une affirmation comme celle-là. Bien sûr. Mais il faut questionner d'où elle vient.
elle vient du fait que comme nous ne produisons plus grand-chose du point de vue scientifique, les pays industrialisés finissent par penser que c'est question d'un différentiel d'intelligence. Pourtant, non. Il a été démontré qu'à financement équivalent, à mise à disposition de cadres équivalents, les humains sont capables de produire les mêmes savoirs. C'est vrai. Vos studios se trouvent ici à la rue Kepler. Johannes Kepler, c'était un astronome germanique qui, dans ses travaux sur les trajectoires des planètes, qui ont d'ailleurs servi de base aux recherches d'Isaac Newton, sur les trajectoires elliptiques par exemple, il a été soutenu dans la cour du roi Rodolphe II, par exemple. Vous avez, je ne sais pas, les pionniers de la science dite occidentale, des Galiléo, dont on vous dit qu'ils étaient opposés à l'Église, mais dans le même temps, le pape Urbain VIII a quand même soutenu Galiléo. Ça veut dire qu'en Occident, on soutient la recherche, et aujourd'hui plus que jamais, on soutient la recherche à toutes les échelles, car sans financement, il est impossible de générer quelque chose. On évoquait tout à l'heure les prix Nobel. Vous enlevez l'Égypte, qui a un prix Nobel de chimie. Vous enlevez... l'Afrique du Sud. Il y a 5 prix Nobel dans ces domaines, la médecine, la chimie, la physiologie. Vous n'avez pas de prix Nobel scientifique dans toute l'étendue du continent africain. Vous n'avez que des prix Nobel de la paix, des prix Nobel de littérature. Oui, c'est ça, bien sûr. Oui. Comme si nous étions dépourvus de capacités scientifiques. Vous avez un petit pays comme Israël qui produit, environ 100 brevets, 110 brevets pour 100 000 habitants. C'est incroyable, 100 000 publications scientifiques pour 100 000 habitants. Et la raison ne tombe pas du ciel. C'est un peuple différent d'un autre. Ils investissent dans la recherche. C'est 4,7% du PIB dans la recherche et le développement. Donc forcément, ça va vous donner des résultats. On a eu, il y a quelques jours, une scène assez cocasse où, au niveau de la CEMAC, les activités ont été suspendues parce que la commission est en tension de trésorerie. Oui. Vous avez donc l'instance fêtière de l'intégration sous-régionale dans notre sous-région Afrique centrale qui n'est même pas capable de s'autofinancer. Pourquoi? Parce que les pouvoirs publics ne mettent pas justement dans le pot commun les contributions qu'il faut, parce que ça permet de se payer davantage des loisirs au Georges V non loin d'ici, etc., etc. Et donc, les mêmes causes produisant les mêmes effets, si pendant des décennies on ne finance pas ce qui va nous permettre de parler sur le terrain des sciences dans le concert des nations, on ne pourra pas s'en sortir. Je finis peut-être avec une dernière parenthèse. Les quiproquos que Donald Trump a avec sa population découlent notamment parfois des coupes folles qu'il veut opérer dans des secteurs clés. Oui. Il avait par exemple annoncé l'année dernière qu'il allait couper 40 à 45% des financements dévolus au National Institute of Health, les instituts nationaux de la santé, qui allaient faire passer dans la contribution de 48 milliards à 27 milliards. Quand on sait, on parlait des accidents cardiovasculaires que dans les années 30, ce sont les NIH des États-Unis qui ont permis de déterminer le rôle du cholestérol. Dans les AVC, on se dit, mais si Donald Trump décide de couper le budget, c'est les États-Unis dans leur ensemble, déjà à partir du secteur de la santé, pour se métastaser dans tous les secteurs, ce sont les États-Unis qui vont payer le prix dans les années à venir. Donc c'est fondamental, la recherche, c'est même une obligation. Il soupçonnait une connivence coupable avec l'OMS contre qui il a tout, il pense tout le mal du monde. Donc il pense que l'OMS est en train de phagocyter les structures de recherche dans son pays. Professeur Boni, le chiffre est là. 15 milliards de dollars chaque année pour acheter des médicaments. Et quand tu vois ce chiffre, tu te souviens d'une de vos compatriotes. Elle s'appelle Assel Kabou, qui a écrit « Et si l'Afrique refusait le développement ?» Et elle dit, pour comprendre, je paraphrase, pour comprendre les causes réelles. Il est naïf, dit-elle, de penser que le sous-développement du continent est dû au manque de capitaux. Ce n'est pas un problème de ressources. Non. Non, ce n'est pas un problème de ressources. La ressource, on a. Il y a le manque de volonté de vision politique, ça on l'a dit. Le docteur Moussaïave l'a dit tout à l'heure qu'on préfère ne pas développer la recherche locale, le maïs et autres, parce qu'on va consommer ce qui vient d'ailleurs. Mais comment est-ce qu'on va consommer ce qui vient d'ailleurs? On va consommer ce qui vient d'ailleurs parce que dans le deal, dans les relations internationales, il y a
c'est un problème de marché. Oui. Quand Donald Trump va prendre Maduro, il va prendre Maduro, l'amener là-bas pour le pétrole, non? Oui. Alors, c'est aussi exactement pour la même raison que ceux-là vont dire aux dirigeants africains, non, non, votre maïs, là, c'est gentil. Dans la cardiologie, il y a eu l'histoire du cardiopathe, un Camerounais qui a mis en place un outil diagnostique important, mais ça n'a pas prospéré. Pourquoi? Parce qu'il y a l'intelligence étrangère qui vient... Se suppléer. Mais tout ça, c'est parce que nous n'avons pas, justement, la force de dire non Oui. à l'autre. Donc, nous ne sommes pas suffisamment nationalistes. Mais aussi, et je vais vous dire que, en réalité, les acteurs, nous, les acteurs de la recherche, est-ce que nous avons suffisamment la volonté de le faire? Je vous donne un chiffre rapidement. La Covid est arrivée là. C'était l'occasion pour tous les pays du monde de montrer chacun son savoir-faire. C'est ça. Il y a des pays qui ont réussi à avoir le vaccin. Les Russes, Oui. États-Unis, Allemagne, et nous, c'est des ainsi de dons, suite. Là, l'Afrique, toute l'Afrique Oui. n'a pas eu de vaccin. Toute l'Afrique réunie. Ce que l'Afrique faisait, c'est consommer les produits qui venaient d'ailleurs, parmi lesquels la fameuse potion magique du professeur Raoul, vous le savez. Oui. Mais quand on est scientifique, quand on connaît la recherche, on sait et on savait que ce produit-là ne servait à rien. Parce que dans la méthodologie de recherche, il n'a pas été démontré que ça sauvait des vies. Mais vous avez des pays africains, beaucoup de pays africains qui ont souhaité consommer ça. Pourquoi est-ce qu'ils ont souhaité consommer ça? Parce que Il y a rien d'autre. les scientifiques, non, parce que les scientifiques africains n'ont pas mis en avant une certaine forme de recherche C'est ça. pour démontrer que on peut faire autrement. Et on a donc consommé ça. Le Cameroun a par exemple consommé ça pour qu'à un moment donné, quand on s'est dit que non, ça n'a vraiment pas marché, Oui. et on a arrêté. Alors que des pays occidentaux comme la France n'ont jamais consommé ça parce qu'il y a une rigueur méthodologique chez nous, enfin ici, là, qu'il n'y a pas là-bas. Donc les acteurs scientifiques africains ont un problème justement de compétence et de volonté à s'arrimer à ce qui se fait de bien dans le monde. D'où le discours de Nicolas Sarkozy. Moi, je ne suis pas tout à fait en désaccord avec lui. C'est un point important que vous évoquez là, mais on en parle dans la deuxième partie de notre émission après une courte pause. À tout de suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel. Deuxième partie de notre émission, notre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré à la réflexion sur le déficit en matière de recherche scientifique et sur le continent. Nous avons la chance d'avoir deux médecins avec nous sur ce plateau et un grand analyse, un grand politologue, puisque tout a une dimension politique. Cher docteur, en 2020, vous l'avez évoqué dans la première partie de notre émission, nous avons été secoués par le Covid. Est-ce que, 6 ans après, si la même pandémie aujourd'hui survient, est-ce que nous sommes préparés pour y faire face? Bonne question, nous ne sommes pas prêts du tout. Et pourtant, j'aurais aimé que la pandémie, s'il y en a,
que sa solution soit à Dakar, à Yaoundé ou à Kinshasa. C'est possible. Donc on va vivre encore dedans. Mais pour l'instant, on n'est pas encore dedans. Vous voyez, c'est tellement paradoxal. Quand on prend la RDC, la biodiversité est tellement importante. Ils ont la plus grande forêt de quinquina, d'où on extrait la quinine, mais où ils achètent la quinine. La Zambie produit énormément de la pervenche de Madagascar, de laquelle on extrait les antimitotiques, c'est-à-dire les médicaments contre le cancer. C'est là. C'est de là que ça vient. Mais pourtant, on n'en a pas. On est obligé d'aller acheter ailleurs. Je dois préciser, docteur, que et vous avez raison de dire vous auriez aimé que la solution soit Dakar. Il faut saluer les chercheurs sénégalais parce qu'effectivement, dans des laboratoires au Sénégal, ils font quand même un travail. Ils n'ont pas, enfin, malgré les moyens réduits, il y a des chercheurs sénégalais. Docteur Raoul, vous l'avez cité dans la première partie de notre émission. Il est en partenariat avec des laboratoires sénégalais pour poursuivre la recherche sur ce plan-là. Pareil en Afrique du Sud, etc. Sauf qu'on parle d'un continent où il y a 54 pays et il faut avancer. Alors, excusez-moi, si on quitte le domaine médical pour la vie tout court, le professeur l'a dit, nous consommons tout, nous importons tout. Docteur, qui contrôle dans nos ports la qualité des produits qui nous viennent de Chine, et des autres parties, je n'ai rien contre les Chinois, mais qui contrôle ce qu'ils nous envoient à mettre dans nos ventres? C'est l'exportateur, c'est ce que je veux dire. Parce que quand la Chine envoie, c'est elle qui fait rentrer, qui paye les douaniers à l'accueil, et puis ça rentre. On n'a aucun contrôle. On ne peut même pas contrôler la qualité des médicaments qu'on prend par la bouche. Donc, ce n'est pas les poulets congelés qui viennent d'Europe et qui tuent l'éleveur local. On ne peut pas contrôler ça. Même les friperies, ça vient par ballot dans nos marchés. Et c'est ça qu'on prend, on porte. Et on nous dit parfois conseiller que c'est moins cher. C'est vrai que c'est moins cher, mais on tue le riz local. On a des prairies, on a des jeunes, mais on consomme du riz thaïlandais. Mais c'est grave. Et les populations sont là, et elles auraient pu produire, mais on ne le fait pas, parce qu'il n'y a pas Et ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, la recherche n'avance pas, on n'investit pas dans la recherche, on laisse les gens se débrouiller, on nous dit consommer moins cher, c'est consommer malin, c'est consommer écologique, mais quand on consomme malin, là, la facture est faite ailleurs, hein. Elle n'est pas, la facture est faite ailleurs, et celui qui paye, c'est mon ami, le tisserand, qui va fermer, et c'est les jeunes qui n'auront pas de boulot parce qu'il n'y a pas d'usine. Donc, on est dans une situation où on s'est laissé avoir, même quand le gars vient pour financer une recherche ou quelque chose, c'est parce que c'est lui qui va apprendre toutes les retombées. Donc, on nous envoie des choses, on prend, on consomme, on est tout content, alors que dans les faits, c'est ce qui nous tue. Claude Wilfrid et Kanga, samedi matin, je suis panafricaniste, je vais marcher contre le néocolonialiste, contre l'impérialiste. Et le soir, je me sens mal, je vais à la pharmacie. J'achète un médicament que l'impérialiste a envoyé dans ma pharmacie. Où est la cohérence? Où est la souveraineté? Il est évident que la souveraineté doit être plus que orale. Sinon, on est dans ce que Thomas Sankara a expliqué quand il disait les grains de riz, de maïs, ce que vous avez dans votre assiette, c'est l'impérialisme. Il est compliqué de parler fort à quelqu'un dont on dépend. Celui qui produit ce que nous consommons peut imposer ses règles. Et c'est d'ailleurs ce sur quoi les grandes puissances misent souvent pour faire exécuter leurs desiderata. On a un cas avec la Russie, par exemple, suite à la crise ukrainienne depuis 2014 et l'annexion de la Crimée. L'Union européenne a entrepris de sanctionner la Russie en suspendant les exportations de céréales vers la Russie. Oui. Vous avez un pays comme la France qui produit entre 35 et 40 millions de tonnes de blé l'an, mais la Russie, justement, s'est servie de l'embargo pour trouver des alternatives endogènes. Et elle est devenue, comme ça, de manière mécanique, le premier exportateur mondial de céréales. Ironie du sort. Avant les sanctions, vous aviez carrément près de 80 millions de tonnes qui étaient exportées par la Russie. Et même depuis les sanctions, vous êtes encore autour de 40-45 millions. Donc il faut avoir une réponse concrète à une sanction
concrètes. Monsieur Boni a évoqué Arthur Zhang tout à l'heure, le créateur ou le producteur du cardiopade. Il me rappelle aussi certains de mes amis que je connais personnellement, le docteur Stéphane Kemoué ou encore Arsène Thomas-Biolay. Chacun dans son domaine a travaillé dans des secteurs qui peuvent servir à l'Afrique demain. Pour se débarrasser de l'impérialiste, on a besoin, entre autres, de l'indépendance énergétique. Vous avez des jeunes comme Thomas Biolay qui vont travailler à la production d'énergie à travers la fusion thermonucléaire. Ce sont des réactions chimiques qu'on trouve au cœur du Soleil et qui permettent justement d'éclairer la planète où nous vivons. Donc, à domestiquer cette énergie, on pourrait permettre à l'Afrique d'avoir de la ressource électrique ad vitam aeternam, mais il a été plutôt que promu par les pouvoirs publics camerounais, il a plutôt été repéré par la Polytechnique de Turin, par la General Atomics aux États-Unis, et c'est comme ça que vous vous retrouvez avec les cerveaux africains qui travaillent pour des structures étrangères et qui les font briller, qui les font grandir. Les Américains ne sont pas premiers parce qu'ils sont plus intelligents. Vous allez à la Silicon Valley, plus de 40% de personnes qui y vivent, qui y travaillent, ne sont pas d'origine américaine. Bien sûr. On a simplement mis à disposition des savoirs acquis un peu partout. On a mis sur pied des centres de recherche, d'analyse. Vous avez la MIT à Boston, vous avez la UPenn, vous avez Oxford, vous avez Harvard, vous avez au Royaume-Uni, en Grande-Bretagne, au Panthéon, Sorbonne, en France, des structures qui mettent vraiment le paquet. Vous avez le Canada, où vous voyez énormément de Camerounais qui y vont. Mais c'est parce que le Canada consacre plus de 12% de son budget à la santé. Au Cameroun, on est en deçà des normes prévues par l'OMS, et même pas 5%. Donc forcément, mécaniquement, on se retrouve avec des pays qui font la grande gueule, qui crient la souveraineté, qui crient l'indépendance, mais qui, lorsqu'il faut justement faire parler le nerf de la guerre, l'argent, dans la recherche, on ne le fait pas. Ce n'est donc pas un hasard si l'Allemagne, que vous avez évoquée en introduction, que je connais très bien, vous dépose à ce jour plus de environ 95 brevets. Oui. Ils sont à peu près 90 millions, donc c'est un brevet par million d'habitants. C'est ça. Un prix Nobel par million d'habitants. C'est ça. Et aux États-Unis, vous avez aussi à peu près 300 prix Nobel pour un peu plus de 350 millions d'habitants. Donc c'est aussi à peu près un prix Nobel par million d'habitants. Ce qui veut dire que le Cameroun, mon pays, ou votre pays, le Bénin, devrait respectivement avoir 30 et 15 prix Nobel à ce jour sur des domaines divers et variés. Ce qui n'est pas le cas, et ce n'est pas près d'être le cas quand, simplement pour financer le fonctionnement d'une structure comme la CEMAC, il n'y a pas d'argent et tout s'arrête. Ce n'est pas pour financer la recherche moléculaire, les sciences biomédicales qu'on trouvera de la ressource. Il y a un sérieux à avoir et pour l'instant, il manque cruellement. Professeur Boni, et le cas de l'Allemagne que vous évoquez est un cas assez intéressant parce que même les étudiants là-bas, quand au début de l'année, on vous affecte un professeur, les étudiants vont faire des recherches sur lui pour voir qu'est-ce qu'il a publié. S'il n'a rien publié du tout, ils font une pétition pour rejeter celui-là. Nous ne voulons pas de lui parce qu'il est un scientifique paresseux, il ne fait pas de publication. Bon, chez nous, il faut déjà avoir la place dans l'amphi pour contester. Professeur, restons pratiques. J'ai parlé des produits chinois, mais encore une fois, on n'a rien contre les Chinois. Au sein de nos ministères de la Santé, il y a une direction, je crois que c'est la santé, si je me trompe, il y a une direction qu'on appelle la DANA, la Direction nationale de l'alimentation et de la nutrition. Ces gens ont pour boulot de contrôler la qualité de la nourriture qui vient sur le pays et qui est produite aussi sur le territoire. Mais les yaourts passent, les boîtes de conserve chinoises passent, tout passe, les saucisses passent, tout passe. Non seulement on n'a pas la volonté de contrôler, mais on n'a même pas les moyens de contrôler. Non, on a les moyens, on ne veut pas simplement les mettre en jeu. À propos des Chinois et de la Covid, pour faire du lien entre les deux, oui. Moi je vais vous raconter une histoire abracadabratesque que j'ai vécue dans un hôpital camerounais où j'exerce quand j'y suis pour encadrer les étudiants. Je fais la visite avec mes étudiants, on fait la visite des malades, et c'était après la Covid. Vous voyez, la fameuse potion du professeur Raoul qui avait donc été adoptée par le ministère de la Santé camerounais avant d'être retirée après. À l'époque où ça l'était, donc les patients Covid dans les hôpitaux camerounais avaient tous 2 médicaments
Donc, il y avait l'azithromycine Oui, et puis l'hydroxychloroquine. oui. Voilà, c'était un package. C'était dans le paquet de la prise en charge au Cameroun. Et moi, je fais la visite. Je suis surpris de voir une tablette où toutes les indications sont écrites en chinois. Il n'y a pas un mot français. Ben, je demande aux collègues, mais c'est quoi ça? On me dit c'est l'azithromycine, donc le fameux antibiotique, Oui, mais produit pour le Cameroun en Chine. Écrit en chinois. Le Cameroun, un pays officiellement bilingue, Enfin, oui, français en tout cas. et anglais. Oui. Le chinois n'est pas une langue officielle au Non. Cameroun. Cette tablette-là, allez savoir si c'est vraiment l'azithromycine, parce que moi, je ne peux pas parier. Vous voyez jusqu'où on est. Et ça, là, ça ne scandalise même pas les praticiens, mes collègues qui sont là, parce que c'est eux qui doivent remonter l'information vers le ministère. Mais pourquoi vous nous importez? Alors, quand vous parlez des yaourts et tout, là où je vous parle de quelque chose qui est concret, parce que là, on a un médicament qu'un patient, parce que le yaourt encore, bon, on le boit, on ne le boit pas tous les jours, c'est peut-être moins nocif que le médicament. Le médicament, si c'est le poison, vous mourrez. Je vous ai toujours dit que le sous-développement, il est mental d'abord. Et ce n'est pas simplement une histoire des hommes politiques. C'est les acteurs même. C'est nous. Bon, pour l'azithromycine. Dernier chiffre que je vous donne à propos de la recherche. Vous savez qu'en 1981, à Abuja, il y a eu les accords d'Abuja, où les chefs d'État africains se sont engagés à consacrer 15% de leur budget pour la santé. C'est vrai. Et 5% pour la recherche, dans ce budget de la santé, 5% pour la recherche. Est-ce que vous savez que les meilleurs élèves en Afrique tournent autour de 7% pour la santé? Le Cameroun est à 4,4%. Et pour la recherche, nous sommes timidement à 0,5%. Au lieu de 15%. Au lieu de 5%. 5%, Et c'est pardon. beaucoup la différence. Vous savez, en termes de Mais oui, bien milliards, sûr. c'est énorme. Alors, avec 0,5%, et quand je dis ça pour beaucoup de pays, parce qu'il y en a qui sont même hors radar, c'est-à-dire que quand vous partez dans les moteurs de recherche, vous tapez, le Cameroun, par exemple, n'est même pas listé. C'est-à-dire qu'on est, on est hors radar. Alors, avec ça, vous n'allez même pas produire une bûchette d'allumettes. C'est ça la réalité. Au fond, le but de l'émission, ce n'est pas de critiquer. Simplement, c'est juste de susciter la réflexion. Pourquoi on ne fait rien? Parce que si on ne fait rien, à un moment donné, ça n'a plus de sens de célébrer, je sais pas moi, chaque année, fête nationale de l'indépendance. Ça n'a aucun sens de faire. Au moins, prenons l'argent qu'on dépense ces jours-là pour aller faire quelque chose d'utile. Ça n'a plus aucun sens. Comment on fait? Aujourd'hui, professeur Youmou Sayave, une petite anecdote très rapidement. Alors ça va prendre. Une Africaine décide d'ouvrir, en France, elle est de la diaspora, un restaurant africain. Et elle veut y importer, faire venir de l'Afrique, une boisson spécifique. Mais fabriquée pas des Africains, mais pas une marque européenne. Donc elle veut faire profiter à ses compatriotes ici des boissons, cette boisson-là, comme chacun en a dans son pays. Et une fois que le conteneur est arrivé ici, la douane bloque, on fait des analyses, on dit non, c'est impropre à la consommation. Ça ne peut pas entrer sur le territoire français. Wow. Et pourtant, tous les jours, tous les soirs, les Africains consomment ça. La douane dit comment? Ce n'est pas les Africains qui ont fabriqué. On dit non, conformément aux normes européennes, ça là, c'est impropre à la consommation. Et pourtant, sur le continent, il y a des gens dont le travail est de contrôler la qualité de ces produits que nous introduisons dans nos ventres. Comment voulons-nous continuer? À quoi ça sert d'être 2,5 milliards en 2050 si c'est pour mourir à petit feu? Si c'est pour être malade? Qu'est-ce qu'il faut faire? Professeur, vous êtes des gens, écoutez, dites-nous ce qu'il faut faire. C'est un problème important et extrêmement grave. C'est-à-dire, vous parlez de ce qu'on consomme, les engrais qu'on donne à nos agriculteurs sont interdits d'utilisation ici. Bien sûr. Celui qui vous le vend, il sait que c'est interdit d'utilisation chez dans lui. Son pays. Mais il l'amène et on applaudit et on prend. Et c'est même celui qui devait contrôler, qui prend, qui distribue. Donc, on est dans une situation, c'est à tous les niveaux. Ce qu'il faut faire,
S'il vous plaît. C'est que nous-mêmes, en tant qu'Africains, on doit établir nos propres normes, nos propres règles. La recherche dont on parle, Oui. pourquoi ça ne marche pas? On va vous dire, non, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de preuves. Mais pourquoi il n'y a pas de preuves? Parce qu'il n'y a pas de recherche. Oui. Et pourquoi il n'y a pas de recherche? Parce qu'il n'y a pas de financement. Il n'y a pas de financement. Pourquoi il n'y a pas de financement? Il y a pas Parce de qu'il n'y a aucune reconnaissance C'est ça. administrative du produit. Mais pourquoi il n'y a pas de reconnaissance? Parce qu'il n'y a pas de preuves. Donc, on tourne en rond. On tourne en rond dans ce système-là. Et c'est ce système, il faut le faire exploser. Regardez, tout simplement. La preuve dont ils demandent, c'est quoi? C'est qu'ils ont établi des règles ici. Oui. Ou pour Des faire standards. la preuve, il faut que dans les mêmes conditions, Bien dans les sûr. mêmes ceci, qu'on puisse obtenir exactement Les le mêmes même résultats. résultat avec ceci, cela. Donc, ça crée des analyses énormes qu'il faut faire. Nous, en Afrique, si on veut faire ça, ça coûte cher. Et les États ne veulent pas mettre cet argent-là dans cette recherche. En même temps, on sait que nos populations, 80% d'entre elles, quand elles sont malades, elles vont prendre des plantes, par exemple. Oui, oui. Avant de venir voir le médecin. Bien Se sûr. traite par des plantes. Il y a des produits qui ont été consommés par plusieurs dizaines de millions de personnes pendant des années et des années. Et qui disent toujours ils se sentent bien. Est-ce que nous, à notre niveau, on ne pourrait pas utiliser ça comme une sorte de preuve locale? Bien sûr. Et commencer à mettre D'essais nos normes. cliniques. D'essais cliniques, entre Et à guillemets. partir de là, dès qu'il y a cette preuve qu'on accepte, que l'État accepte que ce produit-là soit suivi et prescrit par les médecins qui vont le suivre et qu'il soit, par exemple, en pharmacie. À partir de ce moment, et que l'agriculteur ou le villageois qui a trouvé cette potion, qu'on mette son nom comme étant le responsable. Et après, on aura de l'argent pour faire l'analyse jusqu'au bout et arriver peut-être à extraire la molécule et le principe actif qu'il faut pour pouvoir l'utiliser. Donc, il nous faut des règles d'abord à nous-mêmes pour accepter. Regardez les Chinois, les Japonais, les Indiens. Au Japon, tous les médecins ils peuvent prescrire des médicaments normaux ou traditionnels. Oui, c'est vrai. En Ils Chine, font les deux. Ils font les deux. En Bien. Chine, c'est Pareil. pareil. Vous avez des populations qui n'ont jamais avalé un médicament Absolument. normal. Et ce sont des populations qui, à tout moment, peuvent arrêter la consommation des médicaments C'est modernes. Et ils soignent leur Bien population sûr. complètement. Mais ces médicaments, on ne peut pas les exporter parce qu'il n'y a pas eu, justement, cette étude de preuve dont Bien on sûr. parle. Mais ils font leurs preuves. ils font leurs preuves Absolument. chez eux. Absolument. Et donc, ils ont défini leurs preuves et ils les utilisent. Pourquoi on ne ferait pas la même chose? Les solutions, il y en a sans doute. Mais je propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission et pour évoquer d'autres solutions. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal Plus Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel. Troisième et dernière partie de notre émission, de notre rendez-vous politique, le numéro de ce jour est consacré à la question pourquoi nous ne faisons pas de recherche scientifique, ou du moins très peu. Pourquoi nous faisons très peu de recherche scientifique sur le continent alors que nous dépensons 15 milliards annuellement pour acheter des médicaments. Claude, Wilfried et Kanga. Le docteur Yumo Sayave a dit quelque chose de particulièrement intéressant dans la deuxième partie de notre émission. Je pense même qu'il n'y a pas, on ne peut pas faire autrement. C'est de développer la médecine traditionnelle à côté de la médecine moderne, de façon à ce qu'on ait les deux leviers. Parce que l'équation qu'ils tentent de résoudre dans cette solution,
c'est que c'est facile de dire aux populations ne consommez pas les faux médicaments. Mais les soi-disant vrais médicaments coûtent cher dans les pharmacies. Comment on fait? Qu'est-ce qui fait que nous délaissons nos savoirs locaux qui font que des chefs guérisseurs, des chefs traditionnels qui sont dépositaires de ces savoirs ne sont pas promus et valorisés? C'est un problème politique. On ne peut pas contourner la cause première. La plupart des pays que vous avez évoqués ont à leur tête des exécutifs qui promeuvent cette manière de faire. Les méthodes ont fait leur preuve en Chine, au Japon. Ça fait partie des pays au monde avec l'espérance de vie la plus élevée. Oui. Vous avez un pays comme le Japon où le taux de natalité est assez faible, mais la population reste maintenue en très grand nombre parce que Plein de centenaires. parce que le taux de mortalité également est faible, ce qui signifie que les projections médicales, le syncrétisme entre guillemets entre la médecine traditionnelle et la médecine dite moderne fonctionnent plutôt bien, et les Japonais ne vont pas chercher tant que ça à imposer leur paradigme médical à autrui. Tant que ça leur convient, c'est bon, parce qu'ils ont fait ce travail. Ils ont financé une recherche endogène dans le domaine de ce qu'on appelle la pharmacopée, au-delà de la pharmacie, dans sa version 20-21e siècle. Et évidemment, les Africains sont appelés, pourquoi pas, à faire la même chose. Nous aussi, nous avons vécu des milliers d'années avant l'interaction occidentale et on ne s'en portait pas si mal que ça malgré le narratif. Au contraire, il y a beaucoup de bonnes choses qui nous ont été ramenées qu'on n'avait pas souhaitées. La syphilis, Oui. des choses comme ça. Oui. Donc ça n'a pas été que positif et le taux de mortalité élevé dans nos pays vient aussi du fait que ces interactions-là ont généré un nouvel environnement auquel nous n'étions pas adaptés. Donc il faut procéder comme les Asiatiques, comme les Japonais, mais cela ne permet pas de contourner la mécanique de financement, parce que le financement ou la mise en place d'un cadre de recherche permet d'évaluer l'adaptabilité de ces produits à l'époque contemporaine. On a eu au Cameroun, dans le cadre du Covid, un médicament élaboré par Monseigneur Samuel Cléda, l'archevêque de Douala. Ouais. Je ne suis pas médecin, donc moi j'aurais aimé que justement les médicaments soient soumis à une réelle expertise et qu'ils soient approuvés en cas de fiabilité. Ou non. Pareil pour la pivirine qui venait de votre pays, le Bénin, si ma mémoire est bonne, ou encore le tambave de monsieur André Rajoelina, De Madagascar. de Madagascar. Donc il y a eu tous ces éléments-là qui, justement, ont montré que il y avait du potentiel. Maintenant, il y a un suivi qui a manqué, il y a un sérieux qui a manqué. Il y a un sérieux qui a manqué. Il ne faut pas qu'on oublie aussi que la submersion de nos marchés par les produits Venus d'ailleurs, étrangers. vient aussi parfois d'une logique mercantile. Il y a un protectionnisme à ne pas importer les produits d'autrui, mais il y a une volonté d'expansion à vouloir exporter ces produits. C'est ça qui conduit certaines nations, notamment les pays industrialisés, à refuser Oui, mais certaines oui. denrées venues Et de ils ont raison. l'extérieur. Oui, ils ont raison, c'est de bonne guerre pour Ben eux. oui, bien sûr. On remarque qu'ils font entrer sur leur territoire ce qu'ils n'ont pas, notamment la matière première, le cacao, la banane, ça, il n'y a pas de problème. Ils le produisent même d'ailleurs chez nous. Par contre, ce qu'ils pourraient produire eux-mêmes, ils vont établir une hiérarchie des normes et faire savoir que la viande qui vient de chez vous, elle ne me convient pas, donc je préfère consommer la mienne. C'est ça. Et a fortiori, je préfère exporter la mienne. Ils ne vont le faire que là où ils vont voir un certain avantage, comme dans le Mercosur signé au Paraguay le mois dernier. Mais ce qui n'empêche pas qu'à l'intérieur d'un pays comme la France, qui est quand même la première agriculture européenne, il y a des voix qui s'élèvent, il y a des éleveurs, il y a une conscience nationale, une conscience sociale, où les gens vont protester contre l'importation de produits étrangers. Donc il y a un protectionnisme qui vient du fait qu'on fabrique localement. Chez nous, on ne fabrique pas localement, ou du moins ce qu'on fabrique localement n'est pas examiné, n'est pas passé au peigne fin pour déterminer si ça peut réellement compenser les apports externes. Et ce sempiternel refus d'injecter de l'argent. Vous aviez en Chine, que vous évoquiez tout à l'heure, la Chine, il y a près de 2000 pôles de financement dans le domaine scientifique en Chine. Bien sûr. Vous avez une ville qui n'existait pas en 1980, c'était un petit village, la ville de Shenzhen, qui aujourd'hui est une ville de plusieurs millions d'habitants et qui est le siège d'entreprises de haute technologie qui concurrencent les géants mondiaux comme Tencent. Depuis quelques années, 600 brevets par an, les Chinois. Hein. Oui. C'est plus que les Américains. Oui, évidemment. Et c'est pour ça que vous allez voir qu'ils vont vous poser un engin sur la face cachée de la Lune en 2019. Ils vont créer en 2010 le supercalculateur Tianhe qui va s'avérer être le plus rapide de la planète. Et comme la science va très vite,
ils vont évidemment constater que le monde n'attend pas et quelques années plus tard, eux-mêmes, avec leurs supercalculateurs, ne sont plus dans le top 100. Donc il y a cette nécessité-là d'innover de manière continue, ce qui les met sous pression, ce qui maintient la prise de conscience et ce qui fait que la Chine investit massivement dans la science, dans la technologie, dans les savoirs modernes. Et ça vous donne donc des Tencent, ça vous donne des BYD, Bien sûr. qui va vendre plus de voitures que Tesla Bien sûr. en 2025. Parce qu'il y a un sérieux. Lorsque l'administration chinoise a un volume, je ne sais pas, de 2000 milliards de dollars entre ses mains, elle ne se dit pas Oura, hôtel de luxe, spa, Java, quelque part dans les Bahamas. Non, on se dit on va investir dans la poussée de la Chine vers la première place mondiale du point de vue de la science parce que c'est le seul moyen d'avoir ce qu'on appelle l'autonomie scientifique. Bien sûr. Les logiciels étrangers, les ressources étrangères, les fusées, les satellites étrangers sont autant de facteurs qui font qu'on peut vous imposer un agenda politique. Totalement. Quand vous êtes indépendant dans ce secteur parce que vous y avez mis les fonds, FONDS, évidemment, vous donnez des chances d'être autonome. Et quand on pense aux éléphants blancs que nous construisons, alors que cet argent aurait pu aller dans des choses beaucoup plus rationnelles, professeur Aimé Boni, dès demain, le président Paul Biya vous nomme ministre de la Santé. Quelles sont vos premières mesures au regard de la réflexion que nous menons dans cette émission? Déjà, je déclinerai cette offre pour une raison qui est simple, c'est que il n'est pas possible d'être un bon ministre sous un régime qui a échoué. Ah, c'est politique, ça. Si, mais parce que, effectivement... Là, vous faites de la politique dans l'émission. Non, mais parce que vous ne pourrez pas implémenter des choses évidentes. On est d'accord. Alors, moi, je m'intéresse plus aux acteurs, parce qu'on a déjà dit, on a fait un constat, c'est que nous sommes dirigés par des personnes qui, pour la plupart, n'ont pas vraiment placé l'individu au centre de toute la politique de santé. Mais maintenant, on peut inverser la tendance si les acteurs du terrain adoptent des attitudes beaucoup plus vertueuses. Monsieur Kanga parlait tout à l'heure de Monseigneur Cléda. Moi, ça m'amuse, parce qu'à propos de Monseigneur Cléda, j'ai un ami, professeur de gastroentérologie et chercheur à Montréal, camerounais, pour Saint-Jean-Chou, il va peut-être nous écouter, qui a proposé à Monseigneur Cléda, au pic justement de la Covid. De la pandémie. Et quand tout le monde était persuadé que son produit marche, enfin, tout le monde, ceux qui y pensaient, écoute, pour faire un saut qualitatif, démontrer que effectivement ça marche, je suis prêt à mettre mon laboratoire à votre disposition pour la démonstration scientifique telle que c'est connu dans le monde. À un moment donné, quand ça nous arrange, les Africains, oh, ça c'est des Blancs qui démontrent comme ça, là. Quand ça nous arrange, on consomme ce qui vient de... Mais vous ne pouvez pas convaincre le Chinois, le Chilien, je ne sais pas trop quoi, que votre produit marche s'il n'y a pas un essai clinique tel que la science mondiale selon l'a les mise. standards internationaux. Monseigneur Cléda n'a jamais répondu à sa demande. Et c'était gratuit. Est-ce qu'il n'a pas été mis sous pression par les pouvoirs publics? Bon, ça c'est un autre débat. Mais le fait est que ce n'est pas le seul. Il y a une dame qui est venue au Cameroun, toujours avec l'histoire de Ngulbetara, que ça soigne. Une chef. En fait, c'est le nom de son produit qui soigne aussi la Covid. Chacun vient avec son truc là. Okay. Elle dit que ça soigne. Il y a des preuves. Au Nigeria, on m'a donné l'autorité nigériane qui a approuvé mon produit et tout. Je vous assure que moi, personnellement, je suis allé vers cette autorité nigériane. Est-ce que ce produit-ci, Ngulbeta, tel que moi je le vois, est-ce qu'on m'a dit jamais? Preuve à l'appui. Et j'ai démontré ça au peuple camerounais. Je vais vous dire simplement une chose. C'est qu'en réalité, la différence entre les Chinois, les Américains et nous les Africains, c'est que dans la médecine dite traditionnelle en Afrique, il y a tellement de charlatans. Il y a tellement de gens qui n'ont rien à voir avec ça. Qu'ils diluent effectivement la pertinence de ce traitement. Et c'est pour justement essayer d'aider cette médecine-là. Parce que moi, en tant que médecin, je connais les limites de la médecine que j'ai apprise à l'école. Je connais. Et donc, je suis ouvert à ça, open-minded. J'ai créé une association au Cameroun qu'on appelle médecine multimodale.
traditionnels et pour mettre les deux ensemble et qu'on avance. Est-ce que vous savez que le blocage est venu des médecins traditionnels? Parce que quand on vient, on dit comment? Allons, vous faites comment? C'est quoi vos principes actifs? On va essayer d'aller pour démontrer. Personne n'est finalement venu. Parce que c'est culturel chez nous. Il faut cacher son produit. Personne ne doit savoir. C'est ça. Il va me le voler. La tradition, elle est orale en Afrique. Et quand le grand-père il est parti, il part avec ce qu'il sait. In fine, nous avons une médecine qui, dans les années 60, était peut-être au même niveau que la médecine chinoise, médecine traditionnelle chinoise. Mais celle chinoise, elle a évolué la nôtre. Parce que nos habitudes nous mettent en retard surtout. Donc, une fois de plus, moi, je crois que en réalité, non seulement il n'y a pas assez d'argent, parce que les pouvoirs publics ne mettent pas de l'argent dans la recherche. Mais aussi, nous n'avons pas, nous les chercheurs, les bonnes habitudes pour entrer dans la compétition mondiale. Et, professeur, ce qu'il dit, docteur Youssef, ce qu'il dit, c'est intéressant mais complexe aussi. C'est-à-dire que le guérisseur traditionnel, on peut le comprendre. Il n'a pas envie de donner le secret de son médicament parce que c'est ça qui lui fait manger. C'est ça qui lui fait nourrir sa famille. Peut-être faut-il le rassurer et monnayer son brevet. C'est aussi une forme de brevet. C'est moi qui invente, c'est mon grand-père ou mon arrière-grand-père m'a appris quelque chose pour guérir telle maladie. Toi, tu viens, tu me dis de te montrer, mais si je te montre ça, c'est que moi, je paie l'exclusivité de ce remède et les gens ne viendront plus me voir. Peut-être faut-il les rassurer autrement. Alors, il est indispensable de les rassurer. Oui. Mais il faut les comprendre aussi. Oui. Parce que pendant longtemps, même pendant la période coloniale, celui qui faisait ça, on le battait à mort dans certaines régions. Parce que c'est du satanisme. La religion catholique n'acceptait pas qu'il fasse ça. Donc, il y a effectivement dans des villages, par exemple, chez moi, on me racontait, ça s'appelait ça l'enlé. C'est-à-dire le soir, à partir de 19h, on sillonne le village. Tous ceux qui ont fait bouillir des choses et qui ont fait des incantations, ils sont battus à mort. Donc, à cause de ça, ils ont gardé ce privilège. Ils ne veulent même pas qu'on le sache. Et d'ailleurs, pour ça, la plupart, ils ne se faisaient même pas payer pour le... C'est vrai, c'était gratuit. C'est payé pour ce... La reconnaissance sociale suffisait. C'est la reconnaissance sociale. Bien sûr. Donc, c'était un peu comme ça. Mais maintenant qu'on est dans une situation, dans un monde d'intérêt ou d'un monde de tout ça, il faut les rassurer. Et comment les rassurer? J'ai une expérience avec un chez vous d'ailleurs, au Bénin. C'est un curé, il est pharmacien, il fait des galéniques. Donc il arrive à extraire les principes actifs. Il a réussi à réunir les tradipraticiens, à discuter avec eux, à avoir leurs potions, et il travaille avec un laboratoire japonais pour essayer d'extraire le principe actif. Ce qu'il ne faut pas, c'est prendre et partir. Il faut que le gars sache que quand on prend, lui, il est dedans. Il est dedans. Et qu'il est gagnant aussi. Et si on a, de façon, même de façon empirique, qu'on sait que ça marche un peu, que l'État le valide, il faut que ça soit dit que c'est de lui. Et si on le vend dans les pharmacies, il faut qu'il gagne quelque chose. Donc, à partir de là, ils seront rassurés. Il y en a plein, comme il a dit tout à l'heure, des charlatans qui vont débarquer avec toutes les potions possibles. Merci, docteur. Claude Wilfried Kanga, dernière question. Elle est osée, ma question. Excusez-moi. Pour que la boucle soit bouclée, quand on a fini de faire ce travail préalable qu'indique le docteur, à savoir rassurer les gens, mettre ensemble, le seul organisme aujourd'hui qui nous empêche de faire ce que nous voulons, de consommer ce que nous produisons, c'est l'OMS. Parce que quand ce n'est pas fait, quand les essais cliniques ne sont pas faits suivant les normes, les standards internationaux, dit pas question, vous ne commercialisez pas ça, nous déconseillons rigoureusement. Mais si on en sort, comme les Américains sont sortis en janvier 2025 de l'OMS. Donc, si, pour ne plus subir les pressions de l'OMS, et ça devient une décision politique, nous sortons de l'OMS et nous créons nos propres standards avec nos propres essais. Je sais que c'est pas facile. Dans l'état actuel des choses, c'est une impossibilité, en ce sens où ceux qui vont sortir de l'OMS
vont s'empresser d'aller demander il y a des financements à l'OMS la semaine d'après pour la construction d'un petit hôpital. Tout à fait. Nous avons... Bon, ben, écoutez, bon, ben, allez-y, hein, mais je pense que j'ai la réponse à ma question. Dans mon pays, le Cameroun, le budget de la santé est en 2025 d'environ 297 milliards de francs CFA. C'est-à-dire, ce n'est même pas la moitié du budget d'un pays avec lequel on aime bien se comparer, la Côte d'Ivoire, qui dépasse les 600 milliards de francs CFA. C'est-à-dire que nous sommes en deçà des standards des 10 à 15% réclamés par le ministère par l'OMS. Et donc, à partir de là, quand vous n'arrivez même pas à vous soigner, quand des bébés meurent par manque de couveuse, quand vous avez besoin, il y a chaque fois de l'intervention de l'Agence française de développement, de la Banque mondiale, pour financer, mais vraiment des masques, des kits de première nécessité. Il n'est pas possible de dire à l'OMS je m'en vais. Il faut vraiment être capable de réaliser cette autonomie financière. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le problème, il est politique. Absolument. J'ai évoqué la ville de Shenzhen et le groupe Tencent. La capitalisation boursière de Tencent, c'est littéralement le PIB de la Belgique. On dépasse les 550 milliards de francs CFA. Pourquoi Parce que la direction politique de la Chine, dans les années 80, avec Deng notamment, ont instauré dans ces régions ce qu'on appelait des zones économiques spéciales. Les investisseurs étrangers, les savoirs étrangers pouvaient s'implanter sur le terrain, mais avec obligation de nous intégrer dans le conseil d'administration et d'avoir un échange scientifique, pour ne pas dire partage de technologie. Il y a une projection, il y a une vision pour le bien du pays, le bien global. Je suis d'accord qu'il y a des charlatans, des gens qui, évidemment, si il y a une expertise scientifique sur leurs produits, on découvrirait le poteau rose et ils disparaîtraient de la circulation. Je sais que pour ces raisons, ils ne veulent pas justement s'y soumettre, mais il faut déjà qu'il y ait, encore faudrait-il qu'il y ait des structures qui peuvent contrôler ça, qui peuvent... Absolument. Parce que dans le domaine de la science, il n'y a pas de charlatanisme possible. Avec, je sais pas, Thomas Biolay ou Arthur Zang, ou des gens qui travaillent sur des projets tangibles, on n'a pas à dire il fait du charlatanisme, la fusion nucléaire, c'est pas ce qu'il dit. La fusion nucléaire, c'est ce qu'il dit. Fusion des atomes d'hydrogène et d'hélium, c'est un fait. Bon, ça, c'est à financer, à encourager. Donc, quand on ne le fait pas déjà sur des domaines factuels, ils ne peuvent pas se cacher derrière l'éventualité du charlatanisme pour dire on ne va pas financer, on ne va pas s'intéresser à la pharmacopée traditionnelle. En tout cas, le problème, il est politique. Il est politique. Tant que nos directions politiques en seront où elles sont, ce sera compliqué. Le Japon a une nouvelle première ministre, puisqu'on évoquait le Japon, Takaichi Sanae. Elle a décidé, pour pallier à la problématique, à la crise qui pénalise le Japon actuellement et à la relative stagnation de l'économie, de renflouer justement les investissements dans des secteurs clés pour assurer cette autonomie. La santé, le militaire, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de voie de contournement possible. Bien sûr. Il faut y mettre de l'argent public. Mais quand on a besoin de financement pour le siège de l'Union africaine, c'est peine perdue de parler d'autonomie. Il faut y mettre de l'argent, et la bonne nouvelle, peut-être pour vous, professeur Aimé Boni, c'est que le ministre Manaouda Malachi vient d'annoncer 375 milliards de francs CFA de financement pour booster le secteur de la santé. Ça vous... En combien de temps? Déjà, ils peinent à mettre en place la couverture santé universelle. Donc, c'est quand même compliqué d'évoquer des chiffres comme ceux-là qui vont rentrer dans un système qui est poreux, où ça sort de partout. Voilà, et finalement, le citoyen qui doit aller à l'hôpital, qui a un accès compliqué à l'hôpital, qui arrive dans un hôpital où il manque de tout, c'est difficile qu'on soit dans une solution pérenne. Moi, je crois qu'il faut faire les choses différemment, et ce n'est pas Manaouda Malachi qui peut être la solution, parce que la solution, elle est structurelle. C'est pas des annonces, des effets d'annonce. Ce n'est pas ça. Le problème de la santé en Afrique, de manière générale, et la santé au Cameroun par exemple, il est si profond qu'il faut remettre tout à plat et prendre les bonnes solutions. Et cette solution-là, ce n'est pas celle que M. Manaouda nous évoque. Merci. Professeur Aimé Boni, je rappelle que vous êtes cardiologue, praticien des hôpitaux français, vous enseignez la médecine à l'université de Douala, vous pratiquez également chez vous au Cameroun, président fondateur de l'association panafricaine de rythmologie
Et vous êtes également le président fondateur de l'Association panafricaine pour la recherche cardiovasculaire. Merci d'avoir C'est moi qui vous remercie. à cet échange. Docteur Yomo Sayave, pionnier de la télémédecine en Afrique, expert en télémédecine auprès de l'Union africaine, président fondateur général de Nazuki Global Medical Network. Merci à vous également d'avoir participé à cet échange. Claude Wilfried Kanga, vous êtes analyste politique. On a fait le tour et finalement, la conclusion, c'est que tout reste politique. Tout est question de décision politique, de volonté politique. En tout cas, merci. Merci, c'est un plaisir. C'est donc la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour, vous l'avez vu, a été consacré à la complexe problématique du déficit sur le continent en matière de recherche scientifique. En tout cas, merci d'avoir été nombreux en notre compagnie. Comme vous le savez, nous sommes désormais sur le bouquet Canal Plus Afrique 573 et en France sur Free 426. En tout cas, merci d'avoir été nombreux en notre compagnie. Restez fidèles à nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous. Merci beaucoup.